Il n'a pas l'habitude de s'exprimer dans les médias, et pourtant son expérience est assez impressionnante. À 47 ans, il est à la tête d'un des projets de transformation digitale les plus importants qu'on ait vus en France, et peut-être au-delà, qui font d'ADO un acteur à la pointe dans tout ce qui est techno et innovation dans le monde du retail. Il est revenu en France il y a quelques années, dans les années 2000, juste après l'éclatement de la bulle Internet, un peu en catastrophe, après des belles années à San Francisco. Et en fait, il venait du Nord, donc il a rejoint logiquement le Nord, et il est rentré chez Leroy Merlin, à l'époque, dans le monde du réseau, dans les couches basses, parce que c'était un geek, encore à l'époque, qui manageait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Et peu de temps après, avoir passé quelques années et avoir piloté quelques projets pour le groupe Leroy Merlin, il a été envoyé au Brésil, zone un peu exotique, mais importante, un marché important dans lequel il a piloté la transformation digitale de cette zone. À ce moment-là, un nouveau CEO était arrivé pour le groupe. Et un échange au Brésil a fait que Mathieu s'était fait repérer et on lui a demandé de revenir au siège pour piloter finalement cette même transformation, mais à l'échelle du groupe. Ce qu'il a accepté. Et c'est là où ça devient intéressant et il y a pas mal de choses à décortiquer. Merci Mathieu d'être venu jusqu'ici et de passer un moment au micro d'Innovation Leaders. Content de t'avoir pour partager cette expérience et d'essayer de capter un peu ton parcours, mais aussi les éléments que tu as été amené à piloter, que tu as rencontré, les difficultés et les bonnes idées que tu as pu avoir dans ce projet. Et on va essayer de rentrer dans le cœur du réacteur, si ça te va. On est en 2017-2018 quand tu apprends que tu vas mener cette transformation à une autre échelle que ce que tu avais fait jusqu'ici. Quel a été ton sentiment ou ta réaction déjà, toi, à titre individuel, quand tu réalises qu'on te confie ce projet-là? Alors, bonjour Geoffrey, je suis très heureux de participer avec toi aujourd'hui à ce podcast. Merci d'être là. Bon, un sentiment de fierté évidemment, c'est un peu une surprise et en même temps je faisais partie de la communauté, j'étais déjà dans l'entreprise depuis pas mal d'années, mais une fierté pour déjà le parcours fait avec les équipes brésiliennes, ce qu'on avait réussi à mettre en place dans cette BU-là, qui fonctionnait, qui était dans l'esprit de ce qu'on voulait pour demain, pour le groupe, et puis nos rencontres à l'époque avec un DG groupe qui porte une nouvelle vision, une envie d'aller plus loin, une reconnaissance de l'apport de la technologie pour le groupe, pour le retail. Et c'est les deux combinés qui ont donné en fait cette envie et ce challenge. Pas peur de pas être à la hauteur, parce qu'on parle quand même d'un périmètre qui était assez costaud. Bah, je pense que ce serait inconscient de ne pas avoir un peu peur, un peu d'appréhension évidemment pour la taille de ce challenge. Mais je connais la culture de la boîte, je connais beaucoup d'équipes en France comme dans toutes les business units. Je sais de ce dont ils sont capables, je sais l'envie et le cœur que l'on a à porter le projet de l'entreprise. Et encore une fois, le plus important, une vision d'entreprise claire. Ça, c'est vraiment un des premiers déclencheurs. C'est un grand patron qui a envie de transformer, qui est conscient de la charge et de la taille de cette transformation et l'envie de s'y mettre, quoi. Donc, non, c'est un beau challenge, bon. Ça se refuse pas. Quelle a été entre guillemets, l'objectif qui t'avait été fixé ou la définition de ton poste et de ton projet à ce moment-là? En fait, on parlait de l'omnicanal depuis pas mal d'années dans le retail, c'est-à-dire la capacité pour un client d'avoir la même expérience de marque online et offline. Et ça, j'ai envie de dire, depuis 2009, c'était déjà un peu dans les clous. Et puis 2018, on est vraiment dans le décodage de tout ce qui est business économie de plateforme, type Airbnb, Uber, comment ça marche, comment on peut faire pour créer du business avec des tiers. Et on a vu avec Philippe à l'époque le business model plateforme comme une capacité de se développer au niveau d'ADO plus largement qu'un retailer classique qui contrôle tout de A à Z, puisqu'il y a beaucoup de pans de notre métier que l'on ne peut pas faire seul en fait. Construire une maison, travailler dans le monde de l'habitat, ça se fait dans un écosystème d'artisans, de fournisseurs, de normes, même les mairies. Enfin voilà, construire une maison, c'est un projet complexe et Leroy Merlin seul ne peut pas atteindre tous les marchés. Et donc on avait cette vision, on l'a toujours,
de développer le marché plus loin et donc d'être un leader d'écosystème. Et pour ça, les plateformes technologiques ouvertes sont un must-have, c'est obligatoire. Donc je voyais une continuité déjà à une expérience omnicanal vers un business model plateforme, et ça, je trouvais ça vraiment super, super intéressant. Et on t'avait chargé du coup d'essayer d'intégrer ce modèle plateforme pour le groupe et d'harmoniser l'écosystème technologique et process d'un groupe qui contient à l'époque 23 sociétés et combien de pays a été concerné ? Au moins 13 pays, et oui, plus d'une vingtaine de sociétés à l'époque. Et combien de salariés à ce moment-là ? On devait être autour de 120 000, je pense, en 2018. Ok. Et quand on commence, et que tu vois, tu t'arrives tu rentres en France, tu t'apprêtes à adresser ce chantier, on commence par quoi, concrètement ? Le plus important, je pense, ça a été d'établir une vision claire de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un décodage de la vision stratégique de l'entreprise en vision technologique. Et expliquer ça, et le construire d'un point de vue structurel, donc évidemment partie technologique, comme on va faire avec les API, les plateformes tech, etc. Mais d'un point de vue culturel, comment on transforme les états d'esprit entre de l'IT classique à un mindset digital beaucoup plus agile, beaucoup plus orienté business. Ça a été un peu complexe à monter, mais nécessaire en fait. Au départ, faut prendre le temps de bien le faire. Parce qu'en fait, une fois qu'on a bien explicité sa vision, sa stratégie, après, il faut de l'huile de coude et la mettre en place, mais on change pas de chemin, en fait. On change pas d'objectif de North Star, comme on dit chez nous, quoi. Tu parles faut de l'huile de coude, faut aussi des budgets, faut aussi un sponsorship du management. Visiblement, toi et Philippe, à ce moment-là, vous étiez hyper alignés, parce que toi, tu t'engages t'as dû décoder une vision d'entreprise que t'as, entre guillemets, épousée, que tu partageais, et ensuite, il fallait la décliner. À ce moment, quand on parle de budget, vous aviez déjà une idée de la globalité du projet, ou finalement vous aviez un peu, vous naviguiez à vue et vous dites ok, on se donne 1 an, 2 ans, 3 ans, mais est-ce que aujourd'hui on est 6 ans après, vous aviez la perspective à ce moment-là de l'ampleur de la tâche que vous avez réalisée ? En grosse maille, oui. C'est-à-dire qu'on savait. En plus, nos concurrents, néanmoins pas sur les mêmes territoires américains, Home Depot. Étaient passés par une transfo où effectivement ils avaient sécurisé une énorme partie de budget d'investissement pour faire cette transfo. Donc on savait qu'une transformation c'était pas gratuit, quoi. Que ça allait pas être au même niveau d'investissement qu'historique pour se dire ok, demain on change et ça va être pareil. Donc ça on le savait. On a mis les moyens qu'on pouvait. Donc évidemment par rapport à chaque strate, on peut mettre une certaine somme pour se transformer. Et on l'a fait. Alors après, on s'est donné un cap à peu près du nombre d'années, mais quand on parle d'un groupe de plus de 30 milliards, il y a plein d'aléas au fil des années. En plus là, on a vécu. On va bien voir. Oui, on a vécu quand même pas mal de secousses. Donc c'est impossible d'avoir une sorte de prise en compte de la transformation digitale comme un projet en se disant ok, ça a une deadline, on va faire ça en 3 ans et après c'est plié. C'est impossible et en plus c'est même dangereux parce qu'en fait c'est pas un projet, une transformation digitale, c'est un changement culturel dans l'entreprise, c'est faire en sorte que la techno est présente partout, tout le temps, et pour toujours. Donc en fait, c'est se dire, pour moi, c'est changer de palier. C'est dire, ok, j'ai utilisé un certain budget pour faire de la tech, maintenant, je suis à un autre budget parce que j'ai pris conscience que ça sera de manière permanente un game changer ou un différentiel compétitif, quoi. Et t'as le sentiment que le management, à ce moment-là, avait capté que ADO allait devenir une boîte tech, quoi. Peut-être pas à ce moment-là, mais ça s'est beaucoup renforcé un peu plus tard, après avec le Covid. Mais en tout cas, la conscience que si les systèmes sont pas en rendez-vous, il y aura pas d'avenir. Ça, oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs alertes. Les systèmes d'information qui s'arrêtent. Vous savez, en retail, c'est simple. Un système d'information qui s'arrête, c'est des caisses qui marchent plus. C'est des clients qui abandonnent leur caddie au milieu du magasin et qui se barrent. Donc c'est très concret, physiquement concret, un problème. Donc ça s'est vite conscientisé. Et puis notre plus grand concurrent, c'est Amazon. Et c'est dur pour un retailer physique qui se demande comment fait Amazon, comment c'est possible en fait de gérer des millions d'SKU. C'est grâce à la tech. Donc Amazon c'est une boîte de supply et une boîte de tech avant tout. Et il a fallu,
les résultats montrent que nos dirigeants ont compris par les résultats financiers, mais ils ne savaient pas forcément comment, en fait. Et donc, c'est ça qu'il a fallu décoder et leur expliquer. Et tu sens que les équipes, parce que c'est quand même un projet global pour le coup, étaient mûres à se moderniser, à se remettre en question et à changer. J'imagine que vous avez dû les accompagner aussi dans ce changement-là, mais les équipes étaient prêtes à pivoter? Oui, parce que, en tout cas, toutes les équipes technologiques étaient, vous savez, ils suivent ce qui se passe, hein, ils sont à fond sur les technos aussi, donc c'est pas parce qu'on est flagué boîte de retail qu'on n'a pas des geeks et des fanats de techno, et donc ils voyaient très bien le cloud, ils voyaient très bien toutes ces technos à l'époque en 2018 être présentes ailleurs ou même sur le papier, je veux dire dans les blogs tech et forcément quand on est dirigeant et qu'on leur donne envie de se lancer là-dedans, bah les mecs ils sont à fond quoi. C'est excité, au contraire, ils deviennent moteur assez rapidement. Bien sûr, ils deviennent moteur et puis si la vision est claire et si le chemin on enlève les pavés du chemin, j'ai envie de dire après eux ils foncent, ils sont à fond. Il y avait combien de personnes dans la tech au départ? Je sais pas, 1500 peut-être. Et aujourd'hui, vous êtes 3000 au moins. 3000 1000, 1500, je serais pas dire, parce que j'avais pas le compteur exact à l'époque, mais on en a. C'est un bon x2. x2, x3, facile. x2, x3. Comme, il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis et dans le projet que j'aimerais décortiquer avec toi. C'est la transformation humaine, on va en parler là. Et à la transformation aussi de la partie un peu process, mindset, d'une approche projet à une approche product. Et après toute la partie un peu tech, choix des composants, déploiement de ces composants et construction de l'archi. Sur la partie humaine, comment est-ce qu'on aborde ce changement au niveau des équipes et la formation? Est-ce qu'on recrute des nouveaux? Est-ce qu'on forme l'existant? Parce que vous avez quand même une sensibilité humaine plus marquée chez vous qu'ailleurs. Et est-ce qu'on se dit à ce moment-là, bah non, on va faire évoluer les équipes, mais bon, j'imagine que les compétences, parfois, il faut les recruter à l'extérieur pour les inventer. Mais comment vous avez mené cet aspect humain fondamental dans ce projet? Bah, chez ADO, l'humain est au cœur. C'est depuis toujours. En fait, on avait dès le début envie d'embarquer tout le monde dans cette transformation. Donc après, effectivement, il y a eu beaucoup de programmes de reskilling, de formation, spécialement au product, mais même à l'ingénierie, puisque historiquement, on n'avait pas beaucoup de tech lead et de dev internes, donc on a recruté aussi pas mal sur ces types de métiers. Mais on croit beaucoup à l'hybridation, quoi. Donc en gros, l'expérience d'entreprise, la connaissance de nos boîtes, de notre culture, c'est tout aussi fondamental que la connaissance technique du cloud ou de tel ou tel langage, ou même technique du product management. Faire atterrir un produit chez nous, dans nos BU, dans les magasins, c'est pas simple. Donc c'est en mixant les deux en fait qu'on a réussi à transformer la boîte. La contrainte, c'est que ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu moins violent comme transformation, mais je suis pas certain qu'en ayant été plus radical, ça serait passé plus vite. Il y aurait probablement plus de pushback des business units, des magasins. Là, c'est les mêmes personnes historiques qui ont amené des nouvelles applications. On a mis par exemple beaucoup d'emphase sur l'UX. Moi, c'était un de mes drivers principaux au départ. User experience first, c'était vraiment de se dire tout ce que tu construis, fais-le avec celui qui va l'utiliser au quotidien. Si tu fais une appli pour les magasins, vends en magasin, mets-toi à côté d'un mec qui vend toute la journée des cuisines dans un Leroy Merlin, qui un samedi est face à 5-6 mecs impatients. Comment tu fais une appli qui speed? Comment tu ça, tes équipes, tu les as amenées comment dans ce mindset-là? C'était assez naturel ou parce que c'était les années où le product arrivait à fond et la mentalité est quand même différente entre je rédige un cahier des charges, je livre dans 6 mois un truc qui est peut-être plus d'actualité, mais ça, c'est comme ça, versus je me mets à côté de l'utilisateur, je pense, je réagis en live. Cette méthode et cette approche product, elle a été facile à implémenter selon toi? Ah oui, parce qu'elle est déjà, elle est pleine de pragmatisme. Ouais. Je veux dire, c'est assez naturel. C'est assez naturel et puis ça fait plaisir. Quand tu combines UX, agilité et product management, tes équipes, elles se sentent beaucoup plus valorisées. Elles sont proches de ceux qui l'utilisent. Elles reçoivent un feedback direct sur c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Et puis c'est beaucoup plus court en termes de retour et d'échange. Moi, ce que j'aimais pas du tout dans les cycles en V, c'est que on avait trop de proxy. En fait, on discutait avec plein de personnes, on prenait des RFP.
Puis on était tout seul dans l'IT à faire son projet, puis on ressortait du tunnel 6, 8, 10 mois après, et puis l'utilisateur final te disait mais c'est pas du tout ça que je voulais. Et puis il se l'approprie moins l'outil. Exactement, donc il y a un pushback violent, il y a toute une machinerie des projets en V qui est assez infâme. Or, quand tu fais du product, tu arrives à être proche, quand tu fais de l'UX, tu sais tout de suite si tu fais fausse route ou pas. Et puis la satisfaction, elle va de pair. C'est-à-dire que dès que ça se passe bien, les équipes te le rendent de manière assez géniale. Je veux dire, quand on te dit tu m'as fait gagner 3-4 heures par jour de trucs de galère, voilà, le product leader, il est content et ça lui fait sa journée. Et moi, c'est ça que j'aime bien voir, c'est que tout le monde se sent contributeur et productif. C'est à ça que ça sert, la tech. À quoi elle ressemble, cette orga produit? Aujourd'hui, j'imagine qu'elle a évolué dans le temps, déjà avec la taille des effectifs, avec la maturité du projet. Mais comment vous avez réparti un peu les différents postes entre UI, UX, les product owners et autres? Comment est-ce que cette orga fonctionne aujourd'hui? Si tu peux nous donner un schéma un peu standard. En gros, on a des plateformes digitales par grand business line. Customer and commerce, supply chain, retail, pro, corporate. Dans ces plateformes, on a des domaines qui rassemblent une série de produits qui sont cohérents entre eux. Donc, si je prends la plateforme web, tu as par exemple Search and Publication qui gère la page liste, la page détail, le moteur de recherche qui sont ensemble. Tu as tout un aspect commande, paiement qui est ensemble. Tu as tout un aspect order management ensemble. Il y a plein de petits produits, plus ou moins gros produits sous ces domaines. Et surtout, le point principal, c'est que dès le début, on a voulu que ce soit un binôme systématiquement qui gère chaque étage du système. Donc, un binôme à la tête d'une plateforme, business, tech. Okay. Un binôme à la tête d'un domaine dans les plateformes, business, tech. Et pareil pour un produit. Donc, il y a toujours, en fait, un hémisphère business et un hémisphère tech pour piloter les choses. Même au niveau de la plateforme en elle-même. Ouais, jusqu'en haut. Okay. Et les leaders business reportent directement au business line aussi, au COMEX. Comme ça, toute la ligne product quelque part est pilotée en direct par le business. Ça a plein d'avantages. Ils peuvent décider des priorités eux-mêmes. Donc il n'y a pas de conflit avec d'autres business puisqu'ils ont leur plateforme, leurs équipes, donc ils font leurs priorités business. Et leur budget accessoirement aussi? C'est eux qui gèrent cette partie-là aussi? Avec moi, oui. On a vraiment une cogestion, quoi. Moi, je fais un peu le garant de l'architecture générale, tout ce qui est cyber, tout ce qui est tech, cloud, engineering, etc. Mais aussi l'architecture au sens enterprise architecture. Et la cohérence du tout, en fait. Et après, par contre, à l'intérieur d'une plateforme, effectivement, les priorités de l'omnicommerce sont décidées par le global leader omnicommerce, par exemple. Ok. Et est-ce que tu as des ratios d'équipe product entre X UI pour Y UX et est-ce que tu arrives à nous donner des petits frameworks comme ça? On essaye. J'ai pas de dogme ou de dogme, non, parce qu'en fait on s'est rendu compte au fil du temps que ça dépendait quand même beaucoup de certains produits. Ouais. Typiquement les produits où tu es customer facing ou alors dans la main des vendeurs, il y a plus de travail d'UX parce que ta productivité, chaque geste sur les milliers de vendeurs que l'on a ont une importance, ou encore plus sur les millions de clients sur notre site web, ce qui est peut-être moins vrai pour un order management ou pour, je sais pas moi, un algorithme ou un product de forecast and replenishment sur la partie supply chain, où tu as peut-être plus d'engineering, où tu as peut-être plus de data science. Donc t'as pas toujours effectivement des ratios, mais on va dire 2 tiers de tech, 1 tiers de business dans les products, c'est ce qui se retrouve à peu près d'une manière générale, quoi. Il faut que tu aies un bon delivery de user story, que tu aies vraiment toute une bonne alimentation de processus métier à coder. Et puis après, il faut que tu aies le reste de la chaîne de prod de tech, quoi. Qualité, sécu, les développeurs, évidemment. Tu peux me parler, il y a des cérémoniales qui existent et qui sont communs à tous dans cette organisation product, ou c'est compliqué parce que chaque équipe travaille un peu de la même manière, mais... Non, les deux, en fait. Ouais. On a quelques points globaux, les quarter plans, par exemple. Là, c'est vraiment une cérémoniale, tout le monde dans la plateforme se réunit pour un quarter plan. Un update global pour s'aligner à chaque quarter, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait le mois prochain, c'est quoi les grandes prios. Donc ça, on l'a mis un peu tardivement en place. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais refait un peu plus tôt, ça, parce que
ça structure un peu mieux l'agilité à l'échelle. Après, franchement, à l'intérieur des équipes, ils ont leur rituel. Certains font des démos, par exemple, streamées sur notre plateforme interne toutes les semaines. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que je les regarde et je peux les regarder offline et voir les avancées. D'autres ont moins l'envie, moins le besoin de faire ces démos. Donc, encore une fois, moi, je fais beaucoup confiance. Je pense qu'à l'échelle, quand on a, je crois, on doit avoir 190 produits dans l'archi, c'est impossible de standardiser exactement tous de la même manière, avec les mêmes rituels. Faut faire confiance. Tout n'a pas le même niveau de maturité, donc. Non, puis il faut faire confiance. Je veux dire, il y a encore une fois, gérer un portail fournisseur avec 2000 fournisseurs ou gérer un portail web avec des dizaines de millions d'utilisateurs, c'est pas la même échelle. Alors on peut retrouver des compétences communes, une manière de faire, mais il faut les laisser se gérer. C'est des pros. Et si on regarde la partie tech, quels sont les ingrédients? Donc tu parles de 190 produits, mais quels sont les composants technologiques en termes de base de données, de langage, même de framework au départ que vous aviez sélectionné? Alors il y a pas mal de techno. Donc au départ, on a quand même choisi de faire un partenariat avec un cloudeur en particulier, histoire de remettre un petit peu tout le monde sur les mêmes rails. Google, hein, oui, c'est Google, oui. Ouais, on a fait un super partenariat avec Google au départ. On a formé énormément de gens au cloud architect, à toutes ces technos-là. Et puis, toute la Global Tech and Data et mon CTO ont vraiment apporté quelque chose d'hallucinant sur les dernières années. Je veux dire, en termes de structuration, tout est automatisé. Aujourd'hui, pour un geek comme moi, ça faisait quand même très longtemps que j'ai pas fait d'application comme eux, mais voilà, c'est quand même hallucinant ce qu'ils sont capables de faire. Tout est scripté. Aujourd'hui, ils en sont à me proposer des projets de packaging où pratiquement un environnement complet se scripte et s'installe de lui-même quasi en automatique. C'est assez bluffant, quoi. Et puis ils ont mis en place ce qu'ils appellent le TOC et SIG. Donc je saurais plus dire ce que c'est que les acronymes, mais en gros c'est un radar de techno qui prévoit les technos à regarder, les technos supportés et regardés, puis les technos où on va commencer à en sortir et on arrête de développer dessus. En interne, tu veux dire le radar? En interne, ouais. Et donc c'est géré à l'échelle du groupe, donc longtemps à l'avance, et puisqu'évidemment faut le temps de gérer ça. Mais ça fait pas mal d'années que ça marche plutôt bien et on a énormément rationalisé nos langages de dev et nos technos, quoi. Donc je suis super satisfait de ce qui est fait sur ce pan-là, quoi. Et donc plutôt Google en tout cas pour la base cloud, aussi pour l'outil de travail mail et Pack. Ouais, aussi, on a fait un deal global. Je sais pas comment on dit. Workplace, ouais. Ouais, Workplace, exactement. Et après un écosystème plus large parce que t'as un legacy aussi qui existe encore malgré tout, et des composants ou des langages qui peuvent être communs dans tous les nouveaux produits qu'on a que vous apprêtez, que vous avez déployés. Ça, vous avez réussi à harmoniser un peu Oui, en grande partie. langages. Après, je serais pas listé les types de principales ou pas, non? Oui, on a du React, on a tous ces trucs-là, mais du Node, mais c'est pas. Encore une fois, je suis pas ça de près. Franchement, je pense que les équipes techno dans chaque plateforme, il y a un leader d'engineering. Si demain il m'explique que pour telle app, là en ce moment, on bosse sur du Flutter beaucoup pour les apps, par exemple. Tu vas pas le challenger plus que ça. Mais non, moi je challenge pas ça. Franchement, il y a beaucoup de personnes plus compétentes que moi pour savoir si c'est ça la bonne techno à travailler. Ce que j'ai regardé avec attention, c'est plutôt l'ensemble de l'enterprise architecture et par exemple les échanges de flux de données. On a basculé beaucoup de choses sur Kafka, ça nous crée des capacités de business vraiment géniales. On regarde comment on structure notre BigQuery avec Google aussi, comment on utilise toutes ces structurations et définitions des données, parce que ça, c'est ce qui va permettre de faire de l'IA demain, enfin même aujourd'hui. Donc je regarde ça, mais honnêtement, le langage de développement, c'est plus tellement un sujet. Non. Et raconte-moi, moi, au niveau d'Equiden, avec tous mes clients, qui ont des groupes comme ça avec plusieurs marques, certains veulent complètement rationaliser et il y a un groupe et les marques s'appuient sur une vision tech, et d'autres qui veulent préserver absolument l'identité d'une marque, d'une maison, entre guillemets. Comment vous gérez-vous cette notion multimarque et la tech, finalement, elle a une vision commune et elle essaye d'aligner tout le monde, ou vous arrivez à garder les spécificités de chacune des entreprises à l'interne? En fait, ça dépend ce qu'on cherche. En quoi chaque marque est différente? Je pense qu'il faut commencer par se poser cette question.
Est-ce que c'est dans la gestion d'un entrepôt? Chez nous, on trouve pas. D'une marque à l'autre, on fait du retail, on stocke des choses dans un entrepôt. Il n'y a pas de raison d'être différenciant. Par contre, si je prends nos marques professionnelles B2B et nos marques B2C, le client, c'est pas le même du tout. Et quand on fait un travail du X-Discovery, quand on travaille côte à côte avec ses clients, on voit qu'ils sont pas du tout la même journée, la même manière de travailler, la même manière d'interagir avec la marque. Donc, dire je vais avoir un seul site web et une seule app pour ces deux clients-là, c'est une énorme connerie. Ouais. Donc, il est clair que faut se poser systématiquement la question. Un seller de marketplace, c'est pas exactement pareil qu'un fournisseur. Ça n'a pas les mêmes relations, donc c'est pas forcément la même expérience. Derrière, ils se font payer ou on les paye. Bon, ils vont vouloir qu'on les paye bien en date, en heure par rapport au contrat. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un système financier différent. Donc, il faut regarder toute l'architecture d'entreprise et se poser presque la question à chaque fois parce que le problème, c'est que si on part juste d'un principe de marque, tu peux avoir autant de sites web que t'as de patrons qui ont envie d'avoir un truc indépendant, quoi. Enfin, de sites web ou de systèmes d'information même. Donc, il faut faire. Nous, on contrôle l'architecture plus que se dire il y a qu'une seule techno, quoi. Ok. Et donc le travail qui a été fait au départ là, de 2018, 2019, 2020 pour essayer de repenser l'omnicanalité, parce que c'est de ça dont on parle, de repenser l'expérience utilisateur et aussi la puissance de la tech. Est-ce qu'il y a une stratégie omnicanal ADO, ou finalement il y a autant de stratégies omnicanal qu'il y a de marques dans le portefeuille? Je dirais qu'il y a autant de stratégies omnicanal qu'il y a de personas clients. Ok. Et très bien. Donc aujourd'hui, on a 2 personas clientes vraiment distinctes. B2B, B2C. Ouais, l'artisan ou le particulier. Okay. Tu es particulier, c'est très simple. Tu es particulier, tu achètes une maison, tu vas faire 1 fois, 2 fois des travaux dans ta maison, je veux dire des travaux d'ampleur, de rénovation importante. Un artisan, il passe tous les jours. Avec son camion en plus. Et quand il a fait... donc toi, tu vas aller chez Leroy Merlin de manière très concentrée dans ta vie, l'année après l'acquisition de ta maison ou dans l'année d'acquisition de ta maison, tu vas faire énormément de travaux et tu vas passer tous tes samedis chez Leroy Merlin, puis après tu vas peut-être y retourner beaucoup moins, quoi, quelque part, parce qu'il y aura moins besoin de travaux. Peut-être une chambre d'enfant, peut-être un atelier ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup moins intense que la première année. Un artisan, il passe de chantier en chantier. S'il est plombier, il fait de la plomberie toute la journée. Il repasse tous les jours chercher des tuyaux, des raccords. C'est pas du tout la même expérience. Donc il attend pas la même chose. Il attend pas de conseils. Il sait très bien ce qu'il achète même. Donc il attend de la dispo. Un particulier, il attend du conseil parce que c'est complexe. On a peur de faire une connerie dans sa maison. On a peur de se tromper. Donc c'est pas du tout la même approche. Et une relation à une marque, omnicanal ou pas, elle commence online et dans le monde de la maison, elle se finit très souvent en magasin. Donc l'omnicanalité, elle est obligatoire, mais très différente pour ces 2 personas. Ok, 2 gros personas. Et une stratégie omnicanal de cette ampleur-là, ça consiste à rédiger dans un document et décomposer en fait chacun des aspects, à savoir le stockage, le paiement, la distrib, le service. Enfin, j'imagine tous les process métiers, on les décompose et on voit, on dessine pour chacun de ces sous-aspects une vision qu'on aimerait mettre en œuvre et on voit si elle est B2C ou B2B ou les deux, à peu près. Oui, on fait ça. Alors après, on fait pas ça tout seul. Hein. Chaque métier est impliqué, chaque marque est impliquée. Tout le monde est impliqué. C'est pour ça que ces plateformes, elles sont construites parce que c'est pas, il y a personne d'omniscient sur tout ça dans notre boîte. On échange beaucoup, on partage, on expérimente. On imaginait, par exemple, qu'il y a des choses qui pouvaient être différentes d'une personne à l'autre et finalement, le meilleur des deux peut s'appliquer. Je vais prendre un exemple. Un pro, c'est très 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 exigeant sur les dates de délivrance des produits. Parce que s'il doit commencer son chantier... il n'a pas le matos qui est là. Enfin, il n'y a pas le matos qui est là, il n'est pas content. Mais en fait, un client, si tu lui donnes ce niveau de service, il ne sera pas mécontent. Ouais. Je veux dire, si on peut le garantir une livraison à l'heure près, on sera tous contents aussi en tant que client. Donc travailler le B2B nous fait monter l'exigence. Je sais pas, il peut y avoir des exemples dans l'autre sens sur la clarté d'une interface. C'est pas parce que t'es pro et que tu reviens souvent que tu peux pas avoir une interface claire, rapide, ce qu'on a tendance plutôt à penser de base pour un particulier.
parce qu'on est supposé plus papillonner entre les sites web plus facilement. C'est pareil pour les pros, il a le droit d'avoir une bonne expérience. Donc au final, tu peux retrouver et augmenter le niveau de tout le monde en fait en réfléchissant. Tu tires un peu tout le monde vers le haut en fonction en prenant le meilleur des deux mondes. Quoi. Exactement. Et il y a des éléments qui sont un peu intrinsèques à votre business ou à votre orga qui font que ce projet était difficile. Ouais, alors en fait, ce qui est un peu difficile, mais c'est la force de notre groupe. Alors faut l'accepter. Tout le monde a une opinion et tout le monde défend son opinion. On est un groupe très ouvert, très transparent, très à l'écoute, et très bottom-up. Donc on a aussi très envie d'écouter tout le monde, de donner son opinion sur tout et n'importe quoi. Ce qui fait que ça peut avoir de grandes discussions avec beaucoup de gens impliqués. Et aussi, ce qui est parfois difficile, c'est une constante remise en cause des choix. Parce que j'ai une opinion différente. Parce que tout le monde est sélectionneur, comme. Voilà, exactement. C'est très exactement. Tout le monde est sélectionneur. Donc d'où encore la nécessité d'une clarté limpide de la vision, pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde soit embarqué et le plus large possible, quoi. Donc je pense que ça c'est une force parce que quand tout le monde est d'accord avec la vision, ça offre une résilience de fou. Hein. Tout ne dépend pas d'une personne, tout ne dépend pas de la capacité du COMEX de l'expliquer, mais tout le monde l'a compris en fait. Donc un vendeur peut l'expliquer aux stagiaires, comme un directeur de magasin peut l'expliquer à son staff. C'est beaucoup plus puissant, quoi. Mais ça demande un investissement initial assez élevé, quoi. Bon, d'autres choses, non, parce que tu parles pas il y a un nombre de références qui est quand même assez hallucinant, mais ça, c'est pas des éléments qui font la complexité. Je pense au nombre de pays, au nombre de marques, au nombre de points de vente, au nombre de références. La complexité, le nombre d'SKU nous a fait changer de dimension, hein. Ça, c'est sûr que. Vous en avez combien aujourd'hui? On travaillait à 40 000 SKU en first party, quoi, en retail classique. En passant en marketplace, maintenant, on doit être 5 millions, facile. Okay. Donc ça fait beaucoup. Donc ça se traite plus de la même manière. Ça chamboule encore, et là, je peux pas dire qu'on a digéré cette phase-là de la transfo, hein, parce que on a encore des pays qui n'ont pas la marketplace, on est encore en cours de déploiement. Nos vendeurs étaient habitués à maîtriser leurs rayons et à comprendre tous les produits qu'il y avait dans leurs rayons sur le bout des doigts. Maintenant, ils ont une marketplace en plus avec des centaines, voire des milliers de produits. Comment se sentent-ils capables de les vendre? Comment se sentent-ils capables de l'expliquer aux clients quand c'est un produit que tu n'as pas devant toi dans le magasin? Ça reste encore un challenge. Mais certains embrassent ça avec brio, c'est impressionnant. Donc, c'est fun de voir. Bon, canon. Quand on est en phase, je reste un peu sur cette phase initiale du projet qui m'intéresse, mais lorsque tu es en phase de réflexion sur cette stratégie omnicanal, c'est qui décide, entre guillemets, c'est la vision business et la tech est au service de cette vision, ou parfois la tech amène, challenge le business, et c'est aux gens de la tech d'expliquer qu'on peut faire ça, parce que quand tu es business, tu sais pas forcément ce que la tech permet, ou alors tu te benchmarks et tu te rends compte que, enfin voilà, les idées viennent de quelles équipes? En fait, des deux. Des deux. C'est il y a eu plein d'idées. En fait, il y a plein de capacitations quelque part qui peuvent être données par la tech. De dire, vous savez, on peut faire ça. Et des fois, c'est des bonnes idées, des fois, on tape à côté. Et puis le business, évidemment, a plein d'idées concurrentielles. Même s'ils savent pas que ça existe ou que c'est faisable, mais c'est faisable. Ou des fois, on se fait une montagne de ah non, ça c'est trop compliqué. En fait, c'est simple. Ou d'autres trucs qu'on pense être simples. Ça m'arrive souvent. Je dis, la techno n'a pas de bon sens, quoi. Elle va pas se deviner d'elle-même. Ça reste des choses qu'on programme. Des fois, ça paraît simple, mais c'est très compliqué d'un point de vue technologique. C'est pour ça qu'à la base, je voulais absolument une direction à deux, parce que c'est dans les échanges qu'on va trouver le meilleur chemin. Il y en a pas un qui est au service de l'autre. Et même si la vague de transformation digitale est un peu venue de la techno, parce que c'était le product, c'était l'agile, et puis c'est toutes ces boîtes qui se sont montées, Airbnb, Amazon, Uber et compagnie, elles ont été flaguées comme des boîtes de techno à l'époque. Mais ça, c'est pas des boîtes de techno en soi. Je veux dire, c'est pas Google, c'est des boîtes de business qui ont embrassé la technologie pleinement. Dès le départ, oui, qui l'ont co-créé avec la tech. Co-créé avec la tech. Et donc, je pense que il
il y a plus que comme ça en fait qu'une grosse boîte peut fonctionner parce qu'il y a de la tech partout. Donc on est extrêmement interdépendant avec le business. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Je suis très très fier du moteur de fidélité qui a été construit dans notre boîte. Et on a des business qui arrivent à l'utiliser de manière créative super intelligente. Donc ce qui était peut-être même pas pensé à la base par les mecs de la tech. Mais ils ont construit une sorte de boîte à outils capable de faire des trucs. Et en face, on a la créativité du business qui sait l'utiliser. Voilà, quand t'arrives et après, tu l'amplifies en interne pour essayer de montrer c'est génial. Et puis une fois que tu es arrivé à ce stade-là de créativité, viennent fleurir les nouvelles idées pour dire, et si ton moteur il faisait ça, et puis tu tires vers le haut aussi toute leur gamme. Voilà, ouais. Donc non, c'est fun. 2 grands personas, B2C, B2B, une archi propre à chacun. Non, beaucoup de composants de l'architecture sont communs. Partagés. Ouais. Okay. Mais une expérience propre à chacun. Et tu dirais quoi comme pourcentage d'éléments communs? La moitié. La moitié. 190 composants au total, c'est ça? Ouais. Si on parle du déploiement, entre je privilégie tel pays, ou je privilégie tel métier, ou je privilégie je sais pas quoi, le retour sur investissement de la feature, comment est-ce qu'on construit un plan de déploiement aussi conséquent que celui-là? Alors ça a été un bon casse-tête à essayer de trouver le... Et d'ailleurs, tu déploies quand t'es prêt ou tu t'attends pas d'être prêt pour déployer? Ça aussi, tu vois, le rythme et stratégie de déploiement, quoi. Alors être prêt, c'est quoi? Ouais. C'était une belle grande question. Certains disent que quand t'es prêt, t'es en retard, mais voilà. Si c'est. En fait, je pense qu'on n'est jamais prêt. Ouais. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Donc, pour moi, t'es prêt quand le niveau de régression est acceptable pour vivre au quotidien. Okay. Donc tu peux pas être 100%, couvrir fonctionnellement 100% des choses. Et très souvent d'ailleurs, on se focalise sur ce qu'on a perdu ou ce qui manque, et on a tendance à oublier les nouveaux trucs qui sont amenés par les produits. Donc il faut faire un petit peu son deuil. Et moi, quand on est à 80% de couverture fonctionnelle, je suis prêt à y aller, quoi. Après, la question de tout faire dans un pays, s'est posée. Mais dans le passé, on a vu dans notre groupe, dans divers programmes de transfo où ça s'était pas bien passé, justement, à faire tout dans un pays. Tu mets un peu tous tes œufs dans le même panier quand tu fais ça. C'est-à-dire qu'il te faut non seulement un commitment du COMEX et de la construction digitale, mais un commitment du pays à se transformer massivement, intégralement. Là, tu secoues bien le pays en plus. Ouais. Hein. Et en fait, sur une transformation qui ne peut pas être en un an, quoi, sur toutes les verticales de tous les métiers, tu demandes trop à un pays. C'est trop violent, en fait. C'est plus intéressant de maîtriser ton architecture et tes building blocks et de les dispatcher petit à petit dans chaque pays. C'est ce qu'on a fait au départ. Donc, en gros, pendant presque 3 ans et demi, on a déployé de la supply chain en Italie, du retail en Espagne, toute la partie web en France, avec un rationnel qui est plutôt autour de qui a vraiment le besoin en premier, qui est le plus moteur, à qui on va enlever le plus gros pain point, ou qui a un concurrent vraiment sur lequel on doit se battre, mais en n'oubliant pas le North Star et l'architecture. Ce qui fait qu'en sachant pertinemment les dettes ou les micro-dettes que tu contractes quand tu fais ça, et quand est-ce que tu vas rejoindre toutes les pièces du puzzle. Et aujourd'hui, on est là maintenant. Donc, tu as des équipes qui poussent, qui cochent, telle et telle feature est déployée, l'autre... Voilà, okay. Et en fait, tu pilotes ça. Et en fait, aujourd'hui, on est à... Ça dépend des pays, mais 60% de couverture fonctionnelle. On a fait 90% du build, on va dire. Mais on a 60% de déploiement. Et surtout, l'intérêt, c'est que tu délivres continuellement. En fait, il n'y a pas un effet traumatique d'une énorme transfo, mais il y a un effet... cyclique, agile, de délivrance continue, ce qui fait que tu mentalises l'entreprise dans un mindset agile, en fait. Puisque, oui, tous les jours, il y a des nouveaux outils qui arrivent. Un jour, ça va être de la supply, le lendemain, ça va être ça. Mais comme tout est en cohérence et que ça améliore constamment le système, tout le monde est content sans que ce soit traumatique. Et donc, en tout cas, c'est le chemin qu'on a choisi et pour l'instant, ça se déroule. Et là aussi, les modules, en tout cas, ou les apps sont déployés de manière un peu... pas aléatoire, mais il n'y a pas module A, module B dans tous les groupes, ou module C, c'est... Il y a quand même des building blocks cohérents, tu peux pas changer des bouts, des trop petits bouts, sinon tu te retrouves à faire des dizaines d'interfaces temporaires pour rien, donc on a fait ce qu'on appelait des subsets, une série de products qui doivent venir ensemble, sinon les mettre individuellement, ça serait trop compliqué.
mais tu dois t'adapter à chaque pays. Et puis après, t'as le momentum de chaque pays. T'as des pays qui ont avec l'économie qui marche, d'autres qui marchent moins bien, qui ont des budgets ou pas de budget, qui sont en difficulté stratégique ou pas, avec des bons leaders ou pas. Enfin, donc l'avantage d'une architecture modulaire, c'est justement un déploiement modulaire. Ça sert à rien de faire une architecture microservice ou modulaire pour déployer en cycle en V, violent et monobloc, quoi. Donc il faut que ce soit cohérent avec le reste de la strate. Bon, et vous en êtes donc à 60%, et il a commencé quand ce déploiement? Les transformations des premiers blocs, on peut dire que c'est de 2020. Et le roadmap projet ressemble à quoi là? Vous avez quoi encore? On est encore pour 2 à 3 ans. Bon, ok. Et tu peux me donner quelques chiffres qui permettent de mesurer un peu le chemin parcouru? Je sais pas, tu parlais de 5 millions d'SKU tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui sont des éléments où tu te dis on est en train de faire un truc un peu costaud, un peu gros, qui peut même t'impressionner toi? Ah oui, on s'anime énormément avec les KPI Accelerate du bouquin. Du bouquin de la méthode, ça c'est ce que vous suivez comme méthode? En termes techno, c'est pour la partie technologique, c'est ce qu'on suit. J'avais vachement bien aimé ce bouquin, il était très explicite sur la manière systémique de construire ces KPI et pourquoi c'était in fine ces 4-là qui reflétaient le mieux la transfo digitale. Et c'est les 4? Tu pourrais nous les résumer? Globalement, t'as le frequency time, donc le deployment frequency, donc combien de fois tu déploies, le temps moyen de restauration en cas d'erreur, le taux d'erreur par mise en prod, et voilà, Léon Murphy, j'ai oublié le dernier. Bon, il reviendra peut-être. Mais donc toi, parce que je me disais, tu vois, tu m'avais déjà dit que c'était à une époque tu maîtrisais, à la fin t'es plus en maîtrise, t'es en confiance. Oui. Déjà t'es en confiance dès le départ avec les équipes, mais encore plus quand l'ampleur du projet est celle-ci. Et je me demandais au quotidien ce qui te faisait dire, si t'es plus en maîtrise individuelle et voilà, ce qui te faisait dire que ce projet allait dans le bon sens ou pas au quotidien, tes reporting. Donc tu me parles de la partie Accelerate. Est-ce qu'il y en a d'autres éléments au quotidien qui te servent à savoir si les choses vont bien? Du budget peut-être, mais non. Alors le budget c'est vraiment pas ma première clé de pilotage. Mais je reviens sur ce deploy frequency. La dernière fois, les équipes m'ont présenté le niveau et c'était 600-700 mises en prod par jour. Okay. Et moi, du temps où je faisais mes projets, j'avais des comités de changement, j'avais tout le monde qui paniquait au moment où on mettait des mises en prod, fallait faire tout un tas d'UAT, de tests, c'était donc 600 par jour, pour moi c'était ça montre une agilité de malade quoi. C'était pas possible, c'était ce qu'on entendait à l'époque du CI/CD d'Amazon, etc. Et en fait maintenant on en est là, on a des équipes qui sont capables de faire ça, c'est plus un problème de partir en prod. J'ai les taux de stabilité, enfin les taux de disponibilité de plateforme à 99, 96, 17 je crois, donc c'est rien du tout, c'est quelques heures d'arrêt sur le mois ou l'année, donc c'est des taux, enfin c'est des capacités technologiques qui sont assez hallucinantes. Donc je me dis si savent faire ça et qu'on a ça comme métrique, c'est quelque part toute la chaîne amont fonctionne. Et après, je regarde quand même les user stories à la vitesse d'écriture et de déploiement de ces user stories. Et puis, de toute façon, à la fin, il y a un Graal. C'est quand tu vas en magasin et que tu discutes avec les gens, est-ce qu'ils sont contents ou pas? Est-ce que ton fournisseur il est content de son portail ou pas? Est-ce que ton comptable est content de son portail ou pas? On mesure tous les products. Sur tous les products, on a un NPS. Voilà, je veux dire, tout ce qu'on fait à la fin, c'est pour que les gens soient contents de travailler avec les outils technologiques, que leur processus leur semble clair et efficient. Aujourd'hui, moi, je regarde ça et je regarde une partie de mon temps. T'écoutes ça, en tout cas. Oui, j'écoute ça et puis surtout, je considère que mon travail, c'est pas tant de regarder le chemin parcouru, mais de préparer le sillon pour les trucs d'avenir. Donc, moi, je me focalise à enlever les pierres du chemin devant, faire en sorte qu'on ait une ligne droite la plus simple possible, les financements qui vont bien avec l'actionnaire, avec les autres general managers pour que si on a des déploiements peut-être un petit peu plus costauds à faire, soient bien préparés. Voilà, je leur déblaye le terrain, quoi. Parce que, encore une fois, s'ils maîtrisent 100 fois mieux que moi ce qu'ils font, quoi. Et en parlant de l'actionnaire et du management, entre le check que vous aviez fait en 2017-2018 et le résultat aujourd'hui,
Le projet est dans les clous et le sponsorship est toujours là. Écoute, je suis toujours là. Toujours là. Donc Après 6 ans, c'est déjà. Je regarde les signes, donc c'est qu'ils doivent être à peu près satisfaits. Parce que c'est un projet d'ampleur énorme et de pouvoir signer des chèques au départ et des décisions comme ça, c'est quand même assez costaud. Bah, je remercierai jamais assez Philippe effectivement de sa confiance et aujourd'hui Thomas qui m'a renouvelé. Mais encore une fois, c'est pas des surprises. On est dans notre bureau de Comex, c'est une grande table. On est tous toute la journée ensemble. On n'est pas séparés dans des bureaux à se voir une fois par mois dans un rituel. On se parle, on prend les cafés tous les jours ensemble. Donc, il voit bien ce qui est fait, ce qui reste à faire quand on est dans le dur, quand on est content, quand il faut débloquer des petits trucs. Et c'est ça qui fait qu'au quotidien, en fait, on co-construit. C'est pas une lettre de mandat avec une surprise. C'est pas un cycle en V. Non. Ouais. Un mot, parce que tu parlais de voir l'avenir. L'avenir tech passe beaucoup par la data en ce moment, et ça, c'est un de tes sujets clés. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 300 personnes qui bossent sur la tech, ce qui est quand même sur la data, pardon, ce qui est un gros environnement. Tu peux me parler de l'organisation des équipes data aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on a 3 piliers data. On fonctionne à peu près toutes les fonctions transverses comme ça, comme l'engineering, le data, l'UX, fonctionnent un peu en hub and spoke. C'est-à-dire que tu as une équipe d'experts qui est là pour coordonner les standards. Donc en l'occurrence, en data, on a 3 piliers, data engineering, data science et data viz. Et après, dans chaque plateforme, pour chaque business, tu as des ressources data dédiées. Donc en Customer and Commerce, tu as une équipe pilotée par le Head of Data de cette plateforme-là, qui peut s'appuyer sur les standards de data science développés par le Hub, mais qui est libre de ses projets directement liés au commerce, à la data client. Il se réfère aux experts, mais perso, voilà. Donc il a le budget, il a les standards, tout ce qui est plateforme de techno, c'est standardisé, donc les trucs de Google, les Tensor et tous ces machins. Mais les MLOps, enfin voilà, il y a une équipe qui fait toute cette partie standardisation. Lui, il est focus à créer de la value avec de la valeur avec la Customer and Commerce, et il a un pair, enfin il a un équivalent chez en supply chain, un équivalent en retail, voilà, dans chaque grande business line, enfin plateforme, il y a une équipe data dédiée. Et elles sont centralisées au même endroit, ces gens-là? Ou pas forcément. Pas Elles sont dans le même bâtiment, mais il y en a aussi en business unit. On a des personnes en Espagne, en Italie, qui sont organisées de la même manière. Ok. J'ai l'impression que la partie ML et IA, elle est assez réelle chez vous. C'est pas un projet. J'ai l'impression que ça tourne. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, aujourd'hui, on a une 40aine de produits en prod de ML ou d'IA. Alors pas forcément du Gen AI. Il y a un peu la distinction parce qu'en ce moment c'est assez hype Gen AI. Mais t'as quoi comme type d'IA? On a plein de trucs. Notre ranking, par exemple, sur le site web, quand tu cherches un produit et que tu fais le ranking, c'est une IA qui le fait. Okay. Les moteurs de recommandation, c'est de l'IA aussi. C'est plus du tout des règles business qui vont dire ok, c'est 20% pour de la marketplace, c'est 20% pour du produit retail et 20% pour les services. Non, c'est à la perso, au ranking. En fonction du click-through rate et je crois qu'il y a une vingtaine de critères dans l'algo de ML. Ils en rajoutent tout le temps en plus pour améliorer constamment ce ranking. On fait énormément de recherche et d'IA en ce moment pour faciliter la vie des fournisseurs. Parce que on a plus de 2000 fournisseurs et au moins autant de sellers. Comment tu décris un article pour que ça se vende mieux? T'as certains sellers, s'ils copient-collent tout dans le champ description, ils remplissent pas les caractéristiques du produit. Même comme ça, on utilise la Gen AI, on a justement pour reventiler les termes. Retrouver le bon modèle de caractéristiques, corriger les fautes, remettre tout au carré, sans que le seller sait à le faire, quoi. Donc on a ça c'est un super projet, ça nous a fait gagner énormément de temps. Donc on utilise l'IA à plein d'endroits. En supply chain, on contrôle pas tout ce qu'on reçoit en réception. C'est fait par un moteur de scoring et d'IA qui contrôle en fonction des historiques, du passé, du type de produit. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de variables. On dit au logisticien, tu vas ouvrir et contrôler la quantité de cette palette-là. Et
pas de toutes les palettes, parce que imaginez le nombre de palettes qui rentrent et qui sortent dans notre boîte, c'est monstrueux. Donc tout ça, c'est des algos qui font gagner énormément de temps et d'argent. Et accessoirement d'argent, l'IA est quand même ou l'IA ou la tech en général, mais tu as des exemples de cas d'usage, entre guillemets, qui ont vraiment un impact, qui ont un gros ROI? Ah bah ouais, le moteur de recommandation, c'est un ROI énorme. Ouais. Vraiment énorme. Et tu le mesures avec des équipes business qui vont faire un retour, comparer des périodes et comparer des... Tout ce qu'on fait, on le mesure. De toute façon, tu sais, quand t'as un site web, nous, on est dans le top 5 des sites web français ou top 10, en tout cas, on est le premier spécialiste. C'est chaque demi-point ou 0,2 de conversion, c'est des millions d'euros directement. Et c'est que français. Si tu prends à l'échelle sur le même site web avec les mêmes algos pour l'ensemble du groupe, donc quand tu es un groupe à 30 milliards et qu'on vise au moins 10% du chiffre, on va faire au moins 3 milliards par cette plateforme. Au moins. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Le online, c'est à peu près 10% du physique. C'est à peu près, mais ça peut être beaucoup plus parce qu'en fait, on a énormément de repos, ce qu'on appelle Research Online Purchase in Store. Donc tu as énormément de gens qui utilisent le site, mais qui vont acheter en magasin. C'est plus difficile à maîtriser cette partie-là, à mesurer peut-être. Donc pour chacun d'entre eux, un bon algorithme de conversion, un bon algorithme de recommandation, un meilleur click-through rate, et c'est directement des millions, quoi. C'est important. Quelles ont été les principales difficultés pour toi, j'ai envie de dire à titre perso, dans ce projet et dans ces 5-6 dernières années? À titre perso, ce qui est dur par rapport à un job de CIO national, j'ai envie de dire, c'est que tout se fait en décalage. Quand tu mènes un projet transfo comme j'ai pu le faire au Brésil, tu es très au contact de tes équipes et de la prod. Tu crées une appli, tu la vois, tu es à côté de celui qui l'a créée et puis tu la mets en prod et tu es à côté de l'utilisateur qui l'utilise et tout le monde connaît ton nom. Je veux dire, tu es très très proche du business au quotidien. Et immergé, quoi. Ouais, quand tu es dans un comex d'un groupe, t'as toujours un intermédiaire, un ou plusieurs. Donc tu as une latence naturelle par les groupes entre ta prise de décision et le côté effectif de ça à l'échelle. Ça, c'est assez difficile à gérer. Ça demande beaucoup d'anticipation et de recul aussi sur pourquoi ça marche pas. Donc, faut bien comprendre la systémie de tous ces problèmes pour corriger le tir si on s'est trompé dans une orga ou dans un choix. Avec une inertie qui est effectivement plus longue et... C'est inévitable, ça fait la taille du groupe, quoi. Donc tu peux essayer, c'est pour ça qu'il faut décentraliser un max ce type de décision, soit dans les équipes product, soit dans... Parce que la chaîne de communication, de toute façon, qui te remonte, elle est lente. Il y a des choses que... Tu parlais d'erreurs tout à l'heure, des choses que tu as découvert un peu, que tu aurais aimé mettre plus tôt. Avec le recul, il y a des erreurs qui ont été commises que tu aurais aimé éviter? Des erreurs... J'ai pas assez pris conscience du change product au départ, en termes de formation. Donc, okay. De l'approche product, tu veux dire? Ouais, je pensais plus naturel, en fait, la prise en compte de cette discipline. Avec le recul, j'aurais probablement dû faire du training plus intensif au départ sur la partie product. Et aussi sur le contrôle de gestion d'un point de vue finance, sur l'ensemble du groupe. On a mis longtemps à voir tout, parce que 23 entreprises, chacun a son PNL, chacun fait un peu ce qu'il veut, installer ses technos, tout ça, et le faire par la finance, c'est quand même intéressant. J'imagine. Bon, parce qu'au début, c'était vous qui le faisiez, c'est ça? On le faisait sur certains périmètres, ouais. Le nôtre, mais pas par la totalité, on laissait beaucoup de liberté. Donc c'est bien, ça repose sur beaucoup de confiance. Mais on a eu quand même beaucoup de doublons, beaucoup de travail tout au départ. Maintenant, on a rectifié, c'est satisfaisant. Si un de tes copains ou homologues d'un gros retailer venait te voir en disant « Écoute, Mathieu, je m'apprête à lancer le même projet. J'ai besoin de tes 2-3 conseils, tes trucs clés que je dois pas louper. » Ce serait quoi? Tu lui conseillerais de... La première chose, c'est est-ce que ton CEO est conscient de ce qu'il te demande. Mais vraiment, quoi. Je pense que c'est impossible quand tu as un DG qui délègue ça ou qui prend pas ça comme étant un truc crucial, viscéral pour lui. Je pense que c'est impossible. Donc quand je vois effectivement
par moment des CIO dans des positions N-2, N-3. J'ai peine pour eux. Je me dis bon courage parce que c'est que c'est pas pris au niveau de conscience. Ouais. Et tout DG qui pense que c'est un changement technologique, une mise à jour technologique, j'ai envie de dire, c'est une erreur fatale. Je pense que c'est pas possible de transformer une boîte si tu penses comme ça. Donc c'est le premier truc que je ferais, c'est est-ce qu'il y a ça? Et après, quels moyens t'as? Mais les moyens, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup du projet et dans quel niveau de compétition tu veux te positionner. Je veux dire, tu veux jouer en Champions League ou tu veux jouer le championnat de France, tu mets pas le même niveau d'investissement. Faut être conscient dans quelle ligue tu as envie de jouer, quoi. Et si t'as une boîte d'une moindre importance, faut pas réclamer des budgets pharaoniques. Mais aujourd'hui, on peut faire des trucs vraiment cool et très digitalisés sans un budget pharaonique. Ça dépend ce qu'on cherche à atteindre, quoi. En tout cas, je ne ferai pas exactement la même strat en fonction d'un autre retailer par rapport à ADO, quoi. D'autres choses? Éviter tout langage technologique. C'est-à-dire parler en vulgarisant, tu veux dire? Ah oui. Moi, ça fait pas mal d'années où je ne parle plus du tout d'acronymes technologiques avec qui que ce soit du business. Ça n'apporte rien. En fait, ça complexifie le débat. Éloigne, ouais, peut-être. Tu éloignes, tu parles de sujets que les personnes ne connaissent pas, donc ça sert à rien d'expliquer que Kafka c'est génial, qu'il vaut mieux prendre du React ou du Flutter. Le business s'en fout, à juste titre. La chose qui intéresse, c'est qu'est-ce que ça crée comme valeur, quelle expérience ça crée pour l'utilisateur. Et c'est ça, faut trouver un langage commun, quoi. Et le langage commun, c'est celui du business, c'est pas celui de la tech. Après, je pense à un truc, parce que t'as pas fait ce projet-là seul, évidemment. T'as une grosse équipe indirecte et une équipe directe. Comment t'as organisé un peu ta garde rapprochée pendant ces années et comment tu t'es entouré? Déjà, effectivement, c'est un projet qui se fait pas seul du tout. Au contraire, j'insiste, moi, j'ai rien produit. j'ai juste essayé de dessiner une vision, un objectif et de les aider à réussir tous. La garde rapprochée, j'ai des personnes autour de moi sur les sujets que j'ai considérés importants à regarder. La user experience, l'architecture, la techno évidemment, la data, tout le product, le product côté tech, mais les responsables de plateforme. Et puis il y a des choses que l'on a décidé chez nous, on a un peu un framework qu'on appelle local, commun, global, donc des choses que tu peux décider dans ton pays, des choses qui sont à faire en commun, et des choses qu'on appelle globales, qui sont vraiment il y a une seule façon de faire, c'est celle qui est décidée pour tout le monde. Très vite, on a mis l'architecture, par exemple, la tech, la data en global. C'est-à-dire que tu peux pas localement décider d'une autre architecture. Évidemment, tu peux challenger la nôtre au groupe. Il y a des COMEX, il y a tout un tas de rituels où c'est challengeable, mais il y en a qu'une. Elle est décidée, la global tech and data, la manière de gérer notre cloud, il y en a qu'un. Il y a tout un tas de processus, comme j'expliquais tout à l'heure, le toxique pour choisir des technos. Mais une fois que c'est décidé, c'est un peu le disagree and commit d'Amazon, quoi. T'as fait valoir ton opinion, t'as pas gagné, t'appliques. Ça, c'est vraiment le global. Et après, il y a le commun. Tu vois, aujourd'hui, les systèmes d'encaissement, c'est très lié au fiscal dans chaque pays. Les Espagnols et toute la péninsule ibérique sont en train de choisir ensemble leur système d'encaissement. Nous, on les laisse choisir. C'est très bien comme ça. Parce que derrière, ils en assument la responsabilité, c'est plus agile. Et gérer un système d'encaissement mondial, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc il faut bien choisir comme ça dans les blocs d'architecture un petit peu ce que tu considères global, commun. Et donc ta garde rapprochée, pour revenir à ta question, c'est d'abord des gens capables d'écouter, capables d'avoir cette posture d'écoute et de décision à la fin. Je veux pas des dogmatiques absolus qui arrivent, monsieur, je sais tout. Ça marche pas dans notre groupe, puisqu'encore une fois, on est un groupe très transparent, où tout le monde parle, tout le monde donne son opinion. Donc voilà, faut fédérer, et c'est par la clarté de ta stratégie, et
Ça doit être une évidence, en fait. Et ça, c'est un truc sur lequel je veux t'entendre, parce que je sais que c'est un de tes points forts, ou en tout cas un de tes sujets que tu as travaillé, c'est-à-dire je m'efforce à donner une vision claire. A priori, si elles savent où elles vont, les équipes sauront comment y aller. Parce que tu vas pas commencer à regarder techniquement tous les choix, mais si tu sais qu'elles savent où elles vont, a priori, leur choix devrait être bon. Surtout si c'est des gens smart, bien recrutés, bien formés et tout ça. Est-ce que tu as des retours un peu d'expérience sur cette capacité, et moi j'ai besoin d'apprendre à mon niveau dans ma boîte, mais d'apprendre à construire une vision, et une fois qu'elle est construite, à bien la partager et m'assurer qu'elle est captée. T'as des retours d'expérience là-dessus? Oui, on a fait ça plusieurs fois. Alors déjà, Philippe était très fort. Impliqué aussi là-dedans. Ouais, très, très impliqué. Pour ta vision ou pour la vôtre à ce moment-là? D'abord pour la sienne, ouais. et puis après pour la nôtre, parce que forcément, le premier retour d'image, c'est nous, on présente pas une seule fois en COMEX notre vision. On fait plusieurs ateliers. Parce que la première fois que tu la présentes, si tes collègues du COMEX comprennent rien, bah, ils te le font savoir, et là tu dis bon, bah, je vais encore bosser. Il y a un truc qui est pas passé. Donc tu avais acté déjà l'idée d'avoir plusieurs runs, même au niveau COMEX. C'est ce qu'on appelle l'itération, où tant que c'est pas clair cette vision, bah on la remouline et on la sort pas. On la sort pas du COMEX tant qu'on n'est pas tous d'accord. On devrait presque avoir la capacité chacun d'expliquer le business d'un autre. Donc ça c'est puissant, parce que justement c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Mon collègue Guillaume de la supply chain, bah moi des fois j'ai des questions dans mon groupe ou par mes ressources sur la supply chain et notre strat supply chain. Si je l'ai pas compris, si je suis pas capable de l'expliquer, ça donne pas un crédit génial à un COMEX, quoi. Ouais, je comprends. Donc clairement ce processus il est très important, et on fait ce travail systématiquement, j'ai envie de dire, pour tout ce qu'on a à faire, parce que ça peut paraître superflu au départ, mais c'est un temps gagné de malade par la suite, mais vraiment. Sur le plan managérial, quels ont été tes grands learnings jusqu'ici je manage des gens dans la difficulté. Enfin, j'imagine que tu as une approche managériale que tu as bâtie avec ces quelques années derrière toi. Et quels sont tes codes? Donner du sens, donner de la confiance et de la reconnaissance. Moi, c'est un peu mes trois trucs. Je pense que c'est important pour quelqu'un de savoir pourquoi il travaille. Je pense qu'on peut... Pourquoi, mais pour quelle vision haute, quelle mission haute de l'entreprise. À quoi ça sert de se lever le matin et de venir faire ce qu'on fait. Et c'est pas que faire de la croissance ou créer de la valeur. Je pense pas qu'on se lève le matin en disant oui, je vais créer de la valeur aujourd'hui. Non, on travaille pour des collègues, on travaille pour une mission d'entreprise, on travaille pour une bonne ambiance. Enfin voilà, on se lève le matin parce qu'on est content de voir des gens et qu'on fait quelque chose qu'on estime bien pour la planète, pour soi, pour les autres. Donc c'est le sens, c'est important. Avoir de la confiance, avoir un terrain de jeu. Ça ne veut pas dire avoir tout le terrain de jeu, mais c'est avoir un terrain de jeu suffisamment clair pour savoir ce que je suis capable de faire dedans, en liberté, quoi. Je pense que toute personne a besoin d'une zone de créativité, d'une zone de liberté où il peut s'exprimer, où il peut savoir que ça vient de lui, quoi. Que les idées ou ce qu'il a mis en place viennent de lui, et pour avoir ce sentiment de satisfaction personnelle, professionnelle. Et le corollaire de ça, c'est la reconnaissance. Parce qu'évidemment, si tu t'arraches et que tu fais plein de trucs, mais que bon, personne ne le reconnaît, à quoi ça sert? Donc voilà. Pour moi, sens, confiance et reconnaissance. Bon, merci pour ça. Il y a un autre framework que sur lequel j'aimerais t'écouter. Parce que toi, tu as été amené à prendre des décisions, tu en prends tous les jours, avec des décisions plus ou moins impactantes. Mais il y a un truc dont tu m'avais parlé, qui est un framework de décision. Un concept un peu éloigné pour moi, mais qui pourtant drive, toi, je crois, beaucoup, voire toutes tes décisions. C'est un framework que tu as découvert à travers, pas un bouquin pour le coup, mais à travers un cours d'exécutif que tu avais suivi, tu me diras où, j'ai oublié. MIT. Ouais. MIT. Et ça suit un concept de business dynamics qui visiblement t'as capté, t'as accroché tout de suite. Raconte-moi comment ça s'est passé et raconte-moi ce que t'en as compris, mais surtout comment tu utilises ça au quotidien. Ça m'interpelle. En fait, le business dynamics et la méthode du MIT là-dessus,
français, ça s'appelle la systémique ou la pensée systémique. C'est la capacité, c'est la recherche systématique des interactions entre les causes et les effets, entre les conséquences d'une décision, ouais. voilà. Et mapper ça, en fait, mapper cette dynamique, au sens aussi de ce qu'on appelle les feedback loops, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si je prends telle décision, la séquence d'après c'est quoi, et c'est quoi la séquence sur l'état initial du système. Donc si tu changes par exemple des relations de pouvoir, des périmètres de personnes, comment elles vont réagir? Qu'est-ce qui va leur rester, tu vois? Quelle va être tu vas voir souvent, en fait, quand tu réfléchis, que tu transformes au gain de ta transformation. Mais tu vas perdre systématiquement quelque chose. Donc, ce que tu vas perdre, est-ce que tu en es conscient et comment tu combles ça? Donc, en fait, cette pensée systémique, tu la retrouves, par exemple, dans la flywheel d'Amazon, quand il t'explique que, plus de clients, enfin, plus d'offres, plus de clients, plus d'offres. Et puis après, t'as ta machine à growth qui s'accélère parce que plus t'as des rentrées d'argent, plus de clients, plus tu fais des économies d'échelle et donc tu peux ramener encore plus d'expérience client, etc. Bon, cette flywheel, c'est cette pensée systémique, c'est la même chose. C'est vraiment une pensée holistique de tes points d'entreprise et d'essayer de penser à ces renforcements, donc des choses qui s'accélèrent l'une à l'autre dans les business models, par exemple. Quand tu vends du service, pour nous, tu vends plus de produits. Bon, tu pourrais croire que c'est un business model supplémentaire. Tu vois, tu peux avoir un P&L service et un P&L produit, mais la somme des deux, c'est pas 1 plus 1, c'est 1 plus 3. 1 plus 1 égale 3. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Parce que l'effet systémique renforce, en fait, quand tu vends du service, tu vends encore plus de produits que tu en aurais vendu de manière séparée. Donc il y a plein de choses comme ça. La marketplace, par exemple, n'est pas un P&L séparé, parce que plus de la moitié de nos nouveaux clients magasins sont entrés par la marketplace. Et sur des marchés qui n'étaient pas ceux qu'on couvrait au départ par le bricolage. Donc tu vois bien que tes canaux s'amplifient les uns et les autres. Et donc si tu ne penses pas de manière systémique, tu vas pas tirer vraiment toute la puissance de l'accumulation de tes business models. Et tu peux l'anticiper. C'est pas qu'une boucle que tu regardes un peu dans le rétro en disant c'est comme ça que ça s'est passé. Tu peux imaginer. Il y a un peu des deux. Des fois, c'est des bonnes surprises. Mais si tu sais que tu vas y réfléchir, tu dois constamment y réfléchir à cette systémie. Ça te permet de corriger des erreurs et ça te permet aussi des fois d'avoir des très bonnes surprises. Effectivement, on n'a pas pensé en avance que des clients nouveaux arriveraient plus par la marketplace. Mais par contre, tu te dis, tu le constates, t'évalues le phénomène et tu cherches à amplifier après, quoi. Exactement, parce que tu dis, vu que c'est comme ça que ça se passe. Si on fait ça, alors on pourrait imaginer plus. Exactement. Et tu vois, moi, le summum de la systémie pour moi, c'est Prime de Amazon. Vraiment, je pense que c'est un concurrent. Parce que Prime est pensé à tous les étages de la fusée d'Amazon. Toi, tu penses que tu payes ton abonnement Prime et que voilà, donc c'est une souscription. Mais pourquoi c'est une souscription? Pourquoi c'est pas des points et un coupon qui te permet d'avoir un discount chez Amazon une fois de temps en temps? Non, c'est une souscription, c'est important. Donc c'est des revenus permanents bloqués, tu vois, prévisibles. Mais la systémie de Prime, c'est de dire, ok, si tu veux être sellers d'Amazon pour être Prime, il faut que tu mettes tes produits dans mes entrepôts. Et donc tu payes une commission de supply chain en plus. Parce que j'ai des clients Prime. Et donc, tu as déjà une systémie qui se met comme ça. Et donc, tu te retrouves à avoir plus d'offres, plus de clients qui disent, mais si je suis Prime, j'ai des trucs plus vite. Donc, tu alimentes et en haut par les clients et en bas par tes fournisseurs. Et ça, tu juste en systémique. Ils ont vu, par exemple, que si tu avais la télé, donc les abonnements, Prime Vidéo, tu consommais plus, tu sortais moins du subscription. Et donc, tu sortais moins de cet abonnement. Donc, ils te filent la télé et c'est rentable. C'est génial. Alors que si tu prends un P&L tout séparé en disant c'est quoi les revenus de la télé, ou des on arrête cette BU, elle est pas rentable. Exactement, ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est dans le système que c'est rentable. Donc, cette pensée systémique, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est le plus fun dans
dans les business models à analyser. Et ce qui est fascinant, c'est aussi d'avoir la vision globale d'une entreprise et de pouvoir influencer à ton niveau. C'est le cas. Tu peux prendre beaucoup de composants de ton entreprise et les valoriser ou en tout cas en discuter et les intégrer dans une stratégie qui, même si c'est pas forcément chez toi, mais au moins tu as les moyens d'impacter la boîte dans sa globalité. Ça, c'est quand même assez canon. Et puis ce qui est super intéressant d'un point de vue tech, c'est que tu viabilises ça, en fait. Quand tu as une architecture assez modulaire, avec des API et des trucs assez bien foutus, brancher, débrancher et créer des boucles, c'est pas si compliqué que de se dire j'ai construit un monolithe sur un business model et ça fait que ça, quoi. Non, là, tu es en capacité de combiner et de créer des valeurs que tu... On est d'accord que la data t'amène énormément d'accélérateurs là-dessus, quoi. Typiquement, une data bien labellisée avec des technos de streaming type Kafka, tu peux inventer des tonnes de trucs. Qui doit être assez fascinant en ce moment dans les équipes, quoi. Merci pour ce feedback, en tout cas, Mathieu. C'était passionnant de t'entendre. J'ai quelques questions encore pour toi, peut-être un peu plus perso, un peu plus rapide aussi. La première qui me vient, c'est quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Mes équipes, de très loin. Mais vraiment parce que ils pourront le dire, je peux être un peu chiant et un peu exigeant. Mais impatient aussi, je crois. Impatient, ouais. Ça se voit assez vite quand je suis content et quand je suis pas content. Donc ils me connaissent bien, je pense maintenant. Mais je suis toujours bluffé par ce qu'ils sont capables de faire. Je veux dire, il se passe pas une journée sans que j'apprends tel déploiement. Là encore récemment, chez les pros en Espagne, il y a eu des déploiements tout en une nuit d'un tas de trucs vraiment, vraiment bluffants. Je veux dire, dans pas mal de boîtes, on ferait des articles, on en ferait tout un post. Bon, là, ils prennent ça juste pour cette équipe-là, mais c'est génial ce qu'ils font. Alors que c'est un succès. Oui, on a vraiment des choses. J'ai vu un hackathon d'IA en début d'année. Ça m'a bluffé, quoi. Vraiment, la capacité de faire des choses que j'aurais imaginé plus complexes. Et encore une fois, pour beaucoup, ça serait un post LinkedIn avec toute une armada de com. Eux, ils font ça presque pour s'amuser, quoi. Et je suis bluffé. Vraiment, ils sont hallucinants. Bon. Question sur la vie pro, vie perso, qui est un de mes dada pour le coup. Quand on gère les équipes que tu gères avec les projets et le fait d'être père de famille l'équilibre pro-perso, c'est une réalité ou c'est plutôt une fiction? Je peux pas dire que... Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Je pense que tu vis avec ton boulot dans ta tête tout le temps. Se dire que je sors du travail, j'arrête de penser et j'emmène pas ça à la maison, c'est faux. J'ai des périodes de doute, de stress, j'emmène ça. Ma femme est formidable parce qu'effectivement, elle absorbe, elle me supporte. Et je pense que c'est impossible de se dire d'être détaché. Ça serait presque un manque de conscience, de conscience professionnelle quelque part à mes yeux. Tu vis ta boîte, tu vis parce que tu te sens responsable. Tu sais très bien que même si tout n'est pas décidé par toi, on comprend très bien son influence. Et donc, si on dit non à un projet, si on dit non, il y a des gens qui sont déçus, donc il faut bien réfléchir. Donc, on emmène toute cette charge mentale. Après, je fais ce que je peux pour l'atténuer. Et tu as des routines ou des outils qui te permettent de mieux cloisonner ou mieux t'organiser? J'ai déjà une femme formidable. Je fais un peu de sport. J'essaye de beaucoup échanger avec mes pairs. Moi, je pense qu'on peut pas porter ça tout seul. Donc, j'échange avec mon équipe, j'échange avec mes pairs du COMEX beaucoup pour savoir ce qu'ils en pensent, si je prends la bonne méthode, et puis avec mes patrons, quoi. Donc je suis pas quelqu'un de territoire, donc j'échange beaucoup avec eux pour. Je suis pas. T'affiches tes doutes ou t'affiches bien sûr. Mais tout le monde en a. Enfin, dire qu'on en a pas à ce niveau-là, c'est impossible. Et je pense que c'est à travers le regard des autres et puis ce qu'il y a à apprendre de ce qu'ils veulent bien donner qu'on progresse. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Et t'as des routines au quotidien qui t'aident à être plus efficace ou plus organisé? Pas vraiment. Écoute, dans ton agenda, non, si, en fait, je construis ma journée mentalement avant de me réveiller très souvent.
Tu te la refais dans la tête. Ouais, je me lève peut-être, je reste dans le lit, mais je réfléchis peut-être 30-40 minutes le matin. Ah oui, quand même. Ouais, je fais tout. Et après, une fois que je suis levé, par contre, Ça déroule. ouais. Mais je fais ça presque tous les matins. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt? Je sais pas, ça me vient pas comme ça. Écoute, que j'aurais fait différemment. Que t'aurais, ouais, que tu... Non, écoute, on a mis beaucoup dans les formations. Je pense que j'aurais peut-être imposé plus fortement les formations. C'est-à-dire que là, c'était un petit peu sur base du volontariat. Ce qui a un peu ralenti le process, et quoi. ouais, on n'a pas forcément. Je pense qu'il faut accompagner les gens un petit peu plus pushy. Dans le sens, on va vraiment se former, et même si t'as pas envie d'y aller, il faut y aller. Hein. Parce que il y a toujours, on a tous des vies différentes. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de chacun, mais par moment, on n'a pas le courage, on n'a pas envie. Ça fait peut-être 20 ans qu'on est sur une expertise et que d'un seul coup, voilà, il y a ce mec-là, il veut faire du product, il faut tout changer. Tout ce qui est change, en fait, un peu. Voilà, tout ce que j'ai pas envie, mais j'ai pas horodaté, j'ai pas suivi ça vraiment. Chaque tête, chaque personne, peut-être que ça aurait pu dû être gagner fait. Ouais. En dehors d'ADO, on a cité pas mal de boîtes là, dans le cadre de cet échange, mais quelles sont les autres boîtes qui t'inspirent dans cette capacité à changer ou dans cette innovation, que ce soit dans le retail ou ailleurs? Je pense qu'il y a plein de. Moi, je m'inspire beaucoup d'autres mondes, plutôt en dehors du retail. J'essaie de prendre ce qu'il y a d'impressionnant dans chaque boîte. Et de se dire, tiens, qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Tu vois, les choix comme Tesla, qui dit, moi, je vais pas reprendre aucun ERP d'industriel, ça me va pas, je vais faire le mien. Je me dis, pourquoi quand tu es nouveau, tu connais pas la manufacture automobile, tu te dis, je vais faire ça, avec leur approche très systémique, product, très industrielle, très scalable. Ça c'est impressionnant. Typiquement, dans les premiers workshops, Google nous disait prends tout ce que tu veux faire et multiplie par 10. La fameuse mentalité 10x. Ah oui, en imaginant la capacité x10 ou un truc comme ça. Tu te dis, tu as 30 000 refs, boum, x10. Tu as 10 millions de clients, tu en as 100 millions. Tu prends tout ce que tu as ou tout ce que tu imagines de ta vision et tu le mets un x10 devant. Est-ce que ça tient? Est-ce que tu es sur le bon truc? Tout ça, c'est des réflexes de pensée qui te permettent de dire, ouais, je me mets une contrainte dès le départ ou je me mets pas une contrainte, en fait, sans le savoir. Et ça m'a pas mal inspiré sur est-ce que notre architecture, elle va tenir x10? Est-ce qu'on peut se prendre 10 pays demain si on fait une acquisition d'un grand groupe, je sais pas où, dans le monde, qui a 10 pays, est-ce qu'on est en capacité de le digérer? Tout ça, ça vient de ces boîtes-là, quoi. Et après, je suis vachement intéressé je suis bluffé par la capacité d'Amazon de continuer à innover. Je veux dire, Jeff Bezos, on peut l'aimer ou pas aimer, enfin, ça reste un entrepreneur absolument hallucinant dans la structuration de la pensée de sa boîte, sur tous ses principes, Everyday, 0D, tous ces machins. Mais c'est impressionnant. Je veux dire, cette capacité de se dire, ok, je peux risquer de me lancer dans le téléphone et puis ça marche pas, j'arrête. Et après, on lance les microservices comme ils l'ont fait. Il y a quand même encore un pouvoir d'innovation dans cette boîte-là, malgré sa taille, malgré sa complexité. Je veux dire, gérer les centaines de millions de SKU, des entrepôts de cette taille-là, des deliveries dans tous les sens. On a eu, par exemple, on a eu un workshop avec un mec du transport chez Amazon, et puis le mec nous explique, bon, les codes postaux, c'est plus assez efficace pour nous. Donc en fait, je sais pas. Mais ils vont faire évoluer le système. Ils ont fait évoluer complètement le système des codes postaux. Ça n'existe plus chez Amazon. Pour optimiser les délivrances, ils ont des codes au mètre linéaire dans chaque rue, quoi. Quasiment pour être sûr que les mecs soient optimisés, parce que y a trop de personnes qui vivent dans une certaine rue de telle ville. On ne se rend pas forcément compte de l'inventivité derrière et de la. Ah, c'est génial. De la modélisation. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Donc j'ai vu une vidéo sur YouTube il y a pas longtemps sur un digital twin d'entrepôt chez Amazon. Les mecs ont tout digitalisé, les robots, tout en 3D pour calculer leur temps de passage dans l'entrepôt. C'est, je veux dire, technologiquement et puis d'un point de vue business, c'est monstrueux ce qu'ils font. C'est vraiment vraiment impressionnant. Et
Et beaucoup de retailers se rendent pas compte C'est ça. qu'ils disent c'est juste mon concurrent. Non, c'est pas du tout sur la même planète, quoi. Et nous, on a beau être très fiers de ce qu'on fait, et vraiment, je suis très, très, très fier de ce qu'on a pu faire. Mais je sais qu'à plein d'égards... Tu restes lucide aussi sur ce qui existe. 5 à 10 ans de différence. En supply chain, on a 10-15 ans de différence avec eux. C'est énorme ce qu'ils font. C'est impressionnant. On fait des trucs super. Hein. Encore une fois, je suis très content, mais faut être lucide. Et nos amis d'Exotech qui vont essayer de moderniser. Moi, j'adore. Je suis content qu'on ait des... En plus, franchement, je trouve l'écosystème français super intéressant en ce moment. On voit beaucoup d'envie, beaucoup d'engineering, beaucoup d'IA partout. Alors, il y a une grosse part de hype. Tout ça va se dégonfler à un moment ou à un autre. Malgré tout, ils ont une longueur d'avance, quoi. Enfin, ils ont même un monde. Oui. Ouais. Mais de toute façon, il suffit de regarder le budget d'R&D et t'as compris, quoi. Je veux dire, ça suffit. Est-ce qu'il y a une techno ou une app qui t'a marqué récemment et tu te dis putain là il se passe un truc? Je vais pas dire ChatGPT comme tout le monde, mais même si c'est franchement celle qui a été le plus impressionnant l'année dernière. Non, écoute, une app que j'aime beaucoup, moi, c'est Notion. Tu t'en sers à titre perso, je sais, pro aussi? Ouais. Non, pro, non. Non, vous l'avez pas déployé? Non, on a pas ça, mais perso, j'adore. Et je sais pas, je trouve que ces gars ont été ingénieux. À plein d'égards, c'est une app qui marche super Là bien. aussi, il tourne pas mal en termes de nouvelles features et innovations. Il y a tout le temps des trucs, et puis je trouve que c'est pratique. J'ai jamais trouvé de blocage. C'est plutôt à chaque fois, quand je creuse, quand je cherche sur un Reddit tel ou tel usage, il y a toujours quelqu'un qui a trouvé un truc super à faire avec cette app. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est Miro aussi. Je trouve que les mecs ont inventé... Miro pour la partie design et idéation. Design, ouais. Ça marche pour tout, en fait. Je m'en sers tout le temps pour... Encore une fois, l'interface, l'UX, c'est parfaite. C'est vraiment très facile de faire ce qu'on veut. Donc c'est connu, hein. C'est pas des trucs qui sont sortis hier, mais j'aime l'ingéniosité qu'il y a derrière ces outils-là. Est-ce qu'on t'a donné un conseil qui s'est avéré être utile dans ta carrière jusqu'ici? Un conseil? Bon, on m'a donné plein de conseils. Est-ce qu'il y en a un qui t'aurait marqué ou tu te rappellerais? Non, ce que je te disais tout à l'heure, écoute bien, regarde si tu t'es fait comprendre. Faut pas s'écouter parler, faut avoir un interlocuteur et être sûr que le message passe. Pour moi, la communication et l'échange, la façon de co-créer, c'est ce qui fait la valeur. Faut pas mettre d'ego dans le business, ça sert à rien. Donc, comment tu peux avoir une co-construction avec le business, comment tu peux avoir un langage commun, comment tu peux chercher un compromis sans compromission, ça me paraît le plus important. Et je recherche ça dans mes partenaires business autant que je l'exige pour moi-même, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Est-ce que tu peux me dire quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre? Tu es moins dur que je n'y parais. Moins dur que tu n'y parais? Ouais. Est-ce qu'il y a une habitude que tu essayes d'arrêter? Ou au contraire, une habitude que tu essayes de prendre au contraire? Il faut que je fasse plus de sport. Ouais. T'as passé la trappe? Non, mais j'aime beaucoup et j'y consacre pas assez de temps. Qu'est-ce que tu consultes comme média ou comme contenu pour rester à la pointe par rapport à tout ce que tu regardes comme concurrent, comme tech, comme... Moi, je suis quelques mecs clés sur Twitter et sur LinkedIn. À force. Je vire beaucoup de gens. Un ou deux qui t'apprend beaucoup de choses au quotidien, ce serait qui par exemple? Je serais même pas de donner de nom. En fait, je suis des fils. Ouais, finalement, au gré des années, tu t'es suivi. Je me suis abonné à eux. Tu t'es fait un réseau. Et c'est même pas des mecs hyper médiatiques. C'est souvent des CTO, des N-1, N-2 de Yann Lequin ou d'autres. Mais c'est des mecs qui publient des... En gros, ça publie des pièces de puzzle, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ils publient certains tests techniques, certains trucs. À un moment, je m'intéressais beaucoup au Web3, j'aimais beaucoup cet esprit de décentralisation et de crypto. Mais dans ce monde-là, il y a plein d'idées géniales. Donc, très systémique en l'occurrence, puisque très décentralisé. Donc, qu'est-ce que tu reprends de ça et que tu peux appliquer dans ton économie à toi, dans ta boîte à toi? Je trouve qu'il y a plein de trucs super intéressants. Il y a un Canadien là qui passe. Il y a un blog que j'aime beaucoup, qui est le blog de Lex Fridman, ah oui. j'imagine que tu connais.
Je trouve que il y a toujours quelque chose Faut à un peu de apprendre. temps, mais, Oui. mais le mec est bon. Ouais. Ouais. Bah, il y a toujours quelque chose à apprendre là-dedans. Et il y avait un Canadien qui était dans tout ce qui était quantique, de l'IA quantique. C'était génial, son blog. Un peu compliqué à suivre, son interview. Mais t'apprends, même si tu captes 10% du truc, t'as quand même appris pas mal. Et oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est des pièces de puzzle qui s'assembleront à un moment ou à un autre plus tard. Donc faut le prendre, faut le laisser dans un coin et puis ça viendra. On a cité quelques bouquins là. Toi, tu lis beaucoup. Il y a un bouquin que tu recommanderais à tout le monde de lire là, pro ou perso. Mais... Moi, la Bible du management, c'est la 5e discipline. La 5e discipline. Ah ouais. On l'a pas cité souvent. Bon. Ah, pour moi, c'est la Bible absolue. S'il y en a qu'un seul, c'est celui-là. Bon. C'est la gestion de l'intelligence collective et de la systémie dans les entreprises. C'est très très bon livre. Je prends. Je retourne très régulièrement pour te rappeler des ressourcer. Bon, cool. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir ta carrière, ce serait lequel? J'ai vu récemment un truc d'Obama qui m'a fait bien marrer. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Ah non, je crois pas. Tu vois Obama, il dit t'es souvent entouré de plein de gens qui t'expliquent pourquoi ça marche pas, ou de manière très intelligente t'expliquent pourquoi ça ne devrait pas fonctionner, ou pour que tel ou tel truc c'est pas la bonne chose à faire. Et peu de gens qui te disent donne-le-moi, je vais le faire. Et en fait, c'est ça le plus important pour un leader. En fait, c'est d'avoir des mecs autour de soi qui se disent des solution makers, quoi. Pas des grands critiques spectateurs. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est ça, c'est prends le truc et fais-le. De toute façon, personne fait un truc parfait. Et c'est tellement plus facile de critiquer, d'avoir un point de vue extérieur que de faire. Et en vérité, le plaisir, il est dans le faire. Il est dans faire le taf, faire le projet, réaliser quelque chose du mieux qu'on peut avec toute l'honnêteté et la sincérité possible. Mais moi, je trouve que c'est ça le plus fun, en tout cas. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye le plus de reconnaître chez ceux avec qui je travaille. Et qui tu t'entoures. Eh ben, merci pour ces partages d'expérience. Merci à toi. C'était canon de t'entendre, Mathieu. Merci. Beaucoup d'apprentissage. À plus. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.